Je n'arrive pas à croire que je vais être avec cet homme. J'ai passé toute ma vie à être la fille parfaite à l'intérieur du manoir d'Obsidienne. J'étais leur cristal, la sœur adoptive, l'intouchable, la fille qui vivait sous la protection de l'homme le plus redouté de Chicago. Caldra a toujours été mon ombre, mon mur, ma punition. Il tuerait pour moi, détruirait tout homme qui s'approcherait. Mais il ne m'a jamais regardé comme je le voulais. Jusqu'au jour où je me suis présenté à la fête de l'ennemi dans une robe moulante et décolletée, et où il m'a enfin vu comme une femme, debout devant Caldra. C'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus dangereux que d'être désiré par le mauvais homme. C'était d'être désiré par l'homme qui n'était jamais censé me désirer. Bonjour, je suis Lyra, et cette histoire ne fait que commencer. Cloche. Chapitre 1. L'ombre qui me protège. Les hommes de Caldra m'appelaient Petite Sainte dans mon dos. Ils pensaient que je ne savais pas que les murs du manoir d'Obsidienne étaient assez épais pour avaler leurs murmures. Mais j'entendais tout, chaque ricanement étouffé dans le couloir, chaque fois que quelqu'un disait « la petite sœur du patron », sur ce ton que les gens utilisent pour parler d'une figurine sur une étagère, jolie à regarder, interdite au toucher, inutile pour tout ce qui comptait vraiment. Et le mot « petite sainte » faisait plus mal que n'importe quel gifle parce que ce n'était pas un compliment. C'était une sentence, une cage faite de syllabes qui me gardait petite, sage et invisible à l'intérieur d'une maison où tous les autres hommes portaient des armes et des cicatrices comme des médailles. Mon nom est Lyra Obsidian et ce nom de famille n'est pas le mien par le sang. Je suis arrivé dans la famille à l'âge de 7 ans avec un sac à dos déchiré sur l'épaule et un silence qui ne correspondait à aucun enfant. Je ne pleurais pas, ne demandais rien, ne posais pas de questions. Le patriarche Dominic Obsidian était celui qui était venu me chercher personnellement, et pendant longtemps j'ai cru qu'il l'avait fait par bonté. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que Dominic ne faisait rien par bonté. Il y avait une vieille dette en jeu, une faveur perçue de quelqu'un qui n'existait plus, et j'en étais le paiement. Je n'ai jamais appris les détails. Personne ne me les a jamais racontés, et j'ai appris très tôt qu'à l'intérieur de cette maison, certaines questions n'avaient pas de réponse, elles avaient des conséquences. Dominic m'a donné son nom, son toit, une chambre avec des draps en coton égyptien et une éducation que la plupart des filles de mon âge n'auraient jamais. Il m'a élevé comme une fille avec des règles strictes et une sorte de protection qui ressemblait à de l'affection, mais qui fonctionnait comme une clôture électrique. Je pouvais étudier, je pouvais lire, je pouvais m'asseoir à la table du dîner avec la famille, mais je ne pouvais pas sortir seul. Je ne pouvais pas poser de questions sur les affaires, et surtout, je ne pouvais pas exister en tant que personne ayant une volonté propre. Et puis, il y avait Caldra. Caldra Obsidian était le fils légitime de Dominic, de 5 ans mon aîné, et dès le jour où j'ai mis les pieds dans ce manoir, il a été désigné comme mon ombre, le grand frère, le protecteur, le mur entre moi et le reste du monde. À l'époque, c'était un adolescent maigre avec des yeux bien trop sérieux pour son âge, et la première chose qu'il a faite en me voyant a été de regarder son père avec une expression qui disait clairement qu'il n'avait pas demandé ça. Mais Dominic ne demandait pas, Dominic ordonnait, et Caldra obéissait. Pendant les premiers mois, il m'a ignoré avec le dévouement méticuleux de quelqu'un qui remplit une obligation, mais peu à peu, si lentement que même lui ne l'a pas remarqué, les gestes ont commencé à apparaître. Il vérifiait le verrou de ma fenêtre chaque soir avant de s'endormir. Il me faisait sortir en douce pour une glace quand Dominic était en voyage, dans un petit endroit près du lac qu'il jurait que personne ne connaissait. Il m'attendait dans la voiture après l'école quand il pleuvait sans que je le demande, sans que personne ne le lui dise. Et quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé l'université, il a assigné 2 gardes du corps pour me suivre sur chaque trajet, et je ne l'ai découvert que 6 mois plus tard parce qu'il était aussi méticuleux que silencieux. Caldra n'était pas affectueux de la manière dont les gens comprennent de l'affection. Il ne m'a jamais serré dans ses bras en me disant qu'il m'aimait, n'a jamais fait de jolis discours sur la famille. Son attention était faite de gestes automatiques, invisibles, du genre que l'on ne remarque que lorsqu'ils cessent de se produire. Et je remarquais chacun d'entre eux, un par un. Je les gardais comme les preuves d'un crime que seul moi savais être commis, parce que quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, ce que je ressentais pour lui a cessé d'être la gratitude d'une sœur pour devenir autre chose. C'était peut-être à 16 ans, quand il est revenu d'une réunion avec sa veste de costume jetée sur l'épaule,
et que j'ai senti son odeur dans le couloir, boisé, cher, avec une note de quelque chose que je ne pouvais pas identifier, mais qui m'a fait retenir mon souffle. C'était peut-être à 18 ans, quand une guerre de territoire a failli détruire les obsidiennes et que j'ai passé 3 nuits sans pouvoir dormir, l'estomac noué par la peur jusqu'à ce qu'il apparaisse à la porte avec du sang séché sur sa chemise et des cernes profondes sous les yeux, et que j'ai pleuré avec un soulagement si violent que mes jambes ont flanché. Il m'a tenu par les épaules et a dit « Je suis là », d'une voix rauque de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Et cette nuit-là, j'ai su avec la certitude silencieuse et terrifiante de quelqu'un qui découvre une bombe dans sa propre poitrine que ce que je ressentais n'était pas de l'amour fraternel. C'était du désir, celui qui brûle, qui étouffe, qui se réveille avec vous chaque matin et se couche à vos côtés chaque soir, celui qui transforme chaque contact accidentel en un incendie et chaque regard désinvolte en une torture. Mais Caldra ne m'a jamais vu de cette façon. Pour lui, j'étais sacré, intouchable, la petite sœur qu'il avait juré de protéger et qui ne pourrait jamais être autre chose. Et avec le temps, j'ai compris les règles du jeu. Il pouvait tuer pour moi, mourir pour moi, détruire tout homme qui s'approchait de moi, mais me désirer, c'était le seul péché que même le chef des Obsidian ne se permettrait pas de commettre. À 23 ans, j'étais exactement là où j'avais toujours été, à l'intérieur du manoir, à l'intérieur du nom, à l'intérieur de la cage dorée que Dominic avait construite et que Caldra gardait. J'étais dans ma dernière année d'histoire de l'art à l'université, la seule concession que j'ai obtenue après des mois de supplication, et je rentrais à la maison chaque jour sous les yeux attentifs de gardes du corps qui se faisaient passer pour des chauffeurs. Ma routine était prévisible, contrôlée et suffocante, et le désir que je portais pour Caldra était toujours là, lourd comme une encre, ridicule comme un secret d'adolescente qui refuse de vieillir. Cet après-midi-là, j'étais dans la bibliothèque du manoir, essayant de me concentrer sur un devoir sur le Caravage, quand la porte s'est ouverte et que Lyra est entrée comme si elle était chez elle. Lyra Voss était mon amie d'université, la seule personne en dehors du monde de la mafia qui connaissait des bribes de la vérité sur ma vie, et le seul être humain sur la planète qui disait exactement ce qu'elle pensait au pire moment possible, sans aucun filtre. Elle avait des cheveux roux qui semblaient toujours en état de rébellion, portait du rouge à lèvres à 8 heures du matin et avait la capacité impressionnante de transformer toute situation sérieuse en comédie involontaire. J'ai apporté du café et de mauvaises nouvelles, annonça-t-elle, posant 2 tasses sur la table et se jetant dans le fauteuil à côté de moi avec la grâce d'un chat ivre. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. L'autre mauvaise nouvelle, c'est ce que je sais exactement pourquoi. Et il mesure 1,85 m avec le visage de quelqu'un qui est sur le point de tuer quelqu'un à tout moment. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu sans quitter le livre des yeux. Bien sûr que non, tu ne sais jamais. Lyra prit une gorgée de son café et me regarda avec cette expression de quelqu'un sur le point de dire quelque chose que je ne voulais pas entendre. Lyra, ce dont tu as besoin de toute urgence, c'est d'un péché sérieux et d'une robe indécente. La vie de sainte, c'est bien sur le papier, mais en pratique, c'est un désastre. J'ai levé les yeux du livre et l'ai fixé. Tu es venu jusqu'ici juste pour me dire ça? Je suis venu jusqu'ici parce que je suis ton ami et parce que quelqu'un doit te dire la vérité. Elle se pencha en avant dans le fauteuil, son ton enjoué laissant place à quelque chose qui ressemblait à une véritable inquiétude. Tu as 23 ans, tu vis dans un manoir avec des hommes armés, tu n'es jamais sorti avec personne, et tu passes tes nuits à lire sur des peintres morts. Ce n'est pas une vie, Lyra, c'est une exposition de musée avec sécurité armée. Ma vie est plus compliquée que tu ne le penses, dis-je en fermant le livre plus fort que je ne le voulais. Je sais, Lyra a soutenu mon regard, mais compliqué ne veut pas dire impossible. Ça veut dire que tu vas devoir te battre plus fort, et pour te battre, tu dois d'abord admettre ce que tu veux. Le silence qui s'installa entre nous était du genre qui se produit lorsque quelqu'un touche directement une blessure que l'on croyait cachée. Je n'ai pas répondu parce que la réponse était trop dangereuse à dire à voix haute, même à Lyra. Ce que je voulais avait un nom, avait un visage, sentait le bois et la poudre à canon, et dormait à 3 portes de la mienne dans le même couloir. Lyra a dû lire quelque chose dans mon expression, car elle a soupiré et a changé de sujet, avec la subtilité d'un éléphant dans un jardin de cristal.
Nous sommes restés là à parler de choses plus légères, du devoir, de l'insupportable professeur de sémiotique, du café qui était plus faible qu'il n'aurait dû, tandis que le soleil se couchait derrière les fenêtres de la bibliothèque et que le poids de ce que je n'avais pas dit devenait de plus en plus difficile à porter. Quand Lyra s'est partie et que je me suis retrouvé seul dans le couloir, j'ai entendu les voix. Elles venaient du bureau de Kyldra. La porte était entr'ouverte et sa voix avait ce ton bas et tranchant qu'il utilisait quand quelque chose le dérangeait. Je me suis approché par instinct, pressant mon épaule contre le mur. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai vu Tyson Cade, le conciliaire de la famille, un homme élégant et réservé dont l'ironie était si subtile que la moitié des gens autour de lui ne réalisaient pas qu'il se moquait d'eux, debout devant le bureau avec un dossier à la main. Derrière lui, appuyé contre la bibliothèque, les bras croisés, se trouvait Ezrin, le bras droit de Kaedra, un homme mince aux yeux perçants, qui avait la rare capacité d'être présent partout sans que personne ne sente le poids de sa présence. Ezrin était le genre de silencieux utile. Il organisait, filtrait, anticipait. Kaeldra lui faisait confiance avec la facilité de quelqu'un qui fait confiance à sa propre ombre. J'ai entendu Tyson dire quelque chose à propos d'une réunion de trêve. Les Veltorn ont demandé une réunion formelle. Sorat veut discuter des frontières du territoire nord, et il y a autre chose. Nos contacts sur le marché noir ont confirmé que quelqu'un cherche un acheteur pour une cargaison de voiles de Midas. Il y eut une pause. Je ne savais pas ce qu'était le voile de Midas, mais la façon dont le silence s'épaissit de l'autre côté de la porte me dit que Kaeldra le savait et que l'information n'était pas bonne. Qui cherche? La voix de Kaeldra se fit plus basse. Nous n'avons pas encore de confirmation, mais la cargaison est petite, pour un usage personnel, pas commercial. Quelqu'un veut le voile pour une personne spécifique, pas pour le vendre. Découvrez qui. Et puis, sur un ton qui clôturait le sujet, les Veltorn ont demandé une réunion formelle, disiez-vous? Sorat ne veut rien discuter. La voix de Kaeldra était sèche comme une lame. Sorat veut prendre la température. Laissez-le venir. Je préfère l'avoir là où je peux le voir. Dois-je renforcer le périmètre, monsieur? Renforcer tout et garder Lyra à l'écart. Cette dernière phrase m'a frappé avec la force d'un coup de poing dans l'estomac. Garder Lyra à l'écart. Comme si j'étais un objet fragile qu'il fallait ranger dans un tiroir pendant que les adultes s'occupaient des vraies affaires. La colère m'est montée à la gorge avec un goût de fer et j'ai serré les poings si fort que mes ongles ont laissé des marques sur mes paumes. Mais je ne suis pas parti. La nuit suivante, la réunion de trêve a eu lieu dans l'aile est du manoir. J'étais censé être dans ma chambre avec la porte verrouillée et mes écouteurs à plein volume, prétendant que rien de tout cela n'avait à voir avec moi. Au lieu de cela, je me suis caché dans l'ombre de la mezzanine qui surplombait le hall principal. Le même endroit où je regardais les réunions de Dominique quand j'étais enfant, recroquevillé derrière la balustrade, essayant de comprendre le monde qui m'entourait. C'est là que j'ai vu Sorat Veltorn pour la première fois. Il est entré dans le hall comme quelqu'un qui monte sur scène, avec une lenteur calculée, les épaules détendues, un sourire aux lèvres qui semblait avoir été répété devant le miroir, jusqu'à atteindre l'angle exact entre le charme et la menace. Il était plus beau que ce à quoi je m'attendais. Les cheveux sombres plaqués en arrière, un costume sur mesure, des mains de pianiste dont je savais qu'elles étaient capables de choses qui n'avaient rien à voir avec la musique. Sorat Veltorn était le chef de la famille rivale des Obsidian, l'homme qui dirigeait le trafic d'influence politique et le marché noir des artefacts rares, dont la guerre avec ma famille durait depuis 2 générations de sang et de trahison. Et au milieu de la conversation avec Kaeldra, tandis que les 2 hommes mesuraient leur force avec la courtoisie glaciale de prédateurs se partageant un territoire, Sorat a levé les yeux vers la mezzanine, droit sur moi. Mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine. J'aurais dû reculer, me cacher derrière la balustrade, disparaître dans l'ombre, comme je l'avais toujours fait. Mais je n'ai pas bougé. Et Sorat a soutenu mon regard pendant 1 seconde, 2, 3, avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la curiosité et tout à voir avec quelque chose qu'aucun homme dans cette maison ne m'avait jamais donné. Il m'a regardé comme si j'étais une femme, pas une petite sœur, pas une petite sainte, pas une figurine sur l'étagère de Dominic Obsidian, une femme. Son sourire s'est élargi, lent, dangereux, comme une lame qu'on dégaine, et il a reporté son regard sur Kaeldra
avec la facilité de quelqu'un qui venait de glisser une carte dans sa manche. J'ai pressé mon dos contre le mur de la mezzanine, mon cœur martelant contre mes côtes et mes mains tremblantes. Je ne savais pas ce que ce regard signifiait. Je ne savais pas ce que Sorat Velthorn voulait avec ça. Et je ne savais pas pourquoi, au lieu de la peur, ce que je ressentais était quelque chose qui ressemblait à une possibilité. Mais une chose était sûre, Kaeldra leur avait dit de me tenir à l'écart et pour la première fois de ma vie, je n'avais aucune intention d'obéir. Chapitre 2. L'ennemi qui m'a vu. Sorat Velthorn est apparu à la cafétéria de l'université un mercredi matin, comme s'il y venait depuis toujours. Je l'ai reconnu avant même de lever les yeux de ma tasse de café. L'air autour de moi a changé. Il est devenu plus dense, plus chaud, chargé d'une énergie qui n'appartenait pas à ce monde de tables en stratifié et d'étudiants somnolents. Quand j'ai regardé vers la porte, il était appuyé contre le corps, les mains dans les poches de son pardessus sombre, observant la pièce avec ce même sourire que j'avais vu depuis la mezzanine du manoir, lent, calculé, avec la précision de quelqu'un qui connaît l'effet qu'il produit et ne gaspille pas une seule expression faciale par accident. Sorat Velthorn était tout ce que Kaeldra n'était pas en public. Là où Kaeldra était silence et retenue, Sorat était présence et spectacle. Là où Kaeldra intimidait par l'absence d'expression, Sorat séduisait par l'excès de celle-ci. Le chef de la famille rivale des Obsidian avait la beauté théâtrale d'une star de vieux films, le genre de visage qui faisait que les gens regardaient deux fois, non pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il était impossible à ignorer. Et la guerre entre sa famille et la mienne existait depuis 2 générations. Des disputes territoriales, des trahisons accumulées, des morts que personne n'oubliait et que personne ne pardonnait. Le nom Velthorn, à l'intérieur du manoir Obsidian, était prononcé sur le même ton que les gens utilisaient pour parler d'une maladie. Et il était là, à moins de 30 pieds de moi, achetant un café comme n'importe quelle personne normale. Il s'est dirigé vers ma table sans demander la permission et a tiré la chaise avec la facilité de quelqu'un qui avait déjà décidé que c'était sa place. Il s'est assis, a croisé les jambes et m'a regardé avec la même intensité que la nuit précédente, comme si j'étais la seule chose dans cette pièce qui valait la peine qu'on y prête attention. « Vous êtes encore plus belle de près, dit-il, avec une voix qui avait la texture du velours traîné sur une lame, et plus courageuse que je ne l'imaginais. Se tenir sur la mezzanine à regarder une réunion entre famille et rivales demande un courage ou une folie très spécifique. Peut-être les deux, ai-je répondu, et je me suis surprise de la fermeté de ma propre voix. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre, mais mes mains étaient instables autour de la tasse de café et mes yeux ne quittaient pas les siens. Les deux vont généralement de pair, a-t-il convenu, inclinant la tête avec une curiosité qui semblait sincère, surtout chez les femmes qui grandissent dans des maisons comme la vôtre. J'aurais dû me lever, j'aurais dû dire que je ne parlais pas aux ennemis de ma famille, qu'ils n'avaient pas le droit de s'asseoir à ma table, que c'était dangereux et imprudent, et que je savais exactement qui il était et de quoi il était capable. Mais je n'ai rien fait de tout cela, parce que Sorat Velthorn, en ces 5 minutes, a fait quelque chose qu'aucun homme à l'intérieur du manoir Obsidian n'avait fait en 23 ans de ma vie. Il m'a regardé dans les yeux et m'a parlé comme si mon opinion comptait, comme si j'étais quelqu'un avec une volonté propre, avec des pensées dignes d'être entendues, avec une existence qui allait au-delà d'être la petite sœur protégée du patron. Et c'était addictif d'une manière que je savais être empoisonné. Il est réapparu 2 jours plus tard à l'extérieur de l'université. Il était appuyé contre une voiture noire qui brillait sous le soleil de l'après-midi, les bras croisés et le sourire intact, comme si notre rencontre à la cafétéria avait été le début d'une routine qu'il considérait déjà comme établie. Il ne m'a pas touché, n'a pas envahi mon espace, mais la façon dont ses yeux suivaient chacun de mes pas depuis le portail de l'université jusqu'au trottoir avait plus de poids que n'importe quel contact physique. « Vous me suivez ?» ai-je demandé, m'arrêtant à une distance suffisamment sûre pour la raison et bien trop proche pour le bon sens. « Je me montre », corrigea-t-il avec une légèreté qui transformait chaque mot en provocation. « Suivre, c'est ce que fait votre frère. Je préfère être vu. » La phrase m'a frappé comme une gifle élégante parce qu'il avait raison. Kaeldra opérait dans l'ombre, des gardes du corps invisible, des caméras dont je ne connaissais pas l'emplacement, un contrôle silencieux sur chaque aspect de ma vie. Sorat, au contraire, était là, devant moi, sans déguisement et sans intermédiaire.
Dans les jours qui ont suivi, il a continué à apparaître à la cafétéria, après les cours, une fois à la librairie où j'achetais des livres d'art. Il ne m'a jamais imposé sa compagnie, n'a jamais franchi de limite, n'a jamais rien dit que je puisse utiliser comme raison pour le repousser. Et à chaque rencontre, les conversations devenaient plus longues, plus profondes, plus chargées de choses que je ne pouvais dire à personne d'autre. Sorath avait le don de poser des questions qui semblaient simples, mais qui ouvraient des brèches dans le sol de ma contenance. Des questions sur ce que je voulais de la vie, sur pourquoi j'étudiais l'art au lieu de travailler pour la famille, sur ce que je ferais si je pouvais sortir de cette maison et ne jamais revenir. Je savais qui il était, je savais que chaque sourire était une arme et chaque question une stratégie. Mais je ne l'ai pas repoussé parce que chaque fois qu'il apparaissait, je pensais à Keldra. Si Keldra ne voulait pas me voir comme une femme de son propre chef, peut-être que la jalousie ferait le travail. Peut-être que la fureur de savoir l'ennemi proche de sa petite sœur forcerait une réaction que des années de vie commune n'avaient pas pu provoquer. Je ne voulais pas de Sorath, je voulais ce que Sorath pouvait me donner, et ce qu'il pouvait me donner, c'était de l'attention de Keldra. La logique était tordue, dangereuse et probablement suicidaire. Mais quand on passe toute sa vie à être invisible, tout ce qui fait que quelqu'un vous voit semble être un prix raisonnable. Un soir, de retour au manoir, je marchais dans le couloir qui menait à l'aile des bureaux et j'ai entendu la voix de Theron Cade derrière la porte entr'ouverte du bureau de Keldra. Je me suis arrêté à mon endroit habituel, pressé contre le mur, retenant mon souffle. Les rapports le confirment, dit Theron de ce ton sec et précis de quelqu'un qui présente des faits sans se soucier de l'effet qu'ils provoquent. Sorath Velthorn a été aperçu 3 fois près de l'université la semaine dernière, 2 fois à la cafétéria et 1 fois à l'extérieur du campus, toujours à la même heure, toujours dans le même rayon que mademoiselle Lyra. Le silence qui suivit dura 5 secondes. J'ai compté, augmenté la surveillance autour d'elle. La voix de Keldra était basse, contrôlée, avec une froideur que n'importe qui aurait confondue avec de l'indifférence. Mais je connaissais chaque nuance de cette voix, chaque minuscule changement de ton, et ce que j'entendais sous le calme était quelque chose qui me faisait serrer les poings. Une colère contenue, comprimée, du genre qui n'explose pas, elle corrode. « Voulez-vous que je lui interdise d'aller à l'université, monsieur ?» demanda Theron. « Non. » La réponse fut immédiate. « Elle n'est pas une prisonnière. »« Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » continua Theron, et je pouvais presque le voir ajuster sa cravate avec cette élégance impeccable qu'il portait comme un bouclier. Sorath n'apparaît pas par hasard. Il envoie un message, et le message n'est pas pour elle. Je sais à qui s'adresse le message. La voix de Keldra baissa encore d'un ton, et il y avait quelque chose qui rendait l'air du couloir plus lourd. Augmentez la surveillance, mettez 2 hommes de plus pour le service de l'après-midi. Et Theron, si Sorath la touche, je veux le savoir avant que ses doigts ne refroidissent. Compris? Je m'éloignais de la porte, le cœur battant à tout rompre. Keldra ne m'interdisait rien. Il ne m'interdisait jamais rien. C'est ce qui rendait son contrôle si efficace et si exaspérant. Il ne m'enfermait pas, ne criait pas, ne donnait pas d'ordre direct. Il réorganisait simplement le monde autour de moi pour que je ne quitte jamais la portée de son ombre. Et la partie la plus troublante était qu'une partie de moi, celle que j'essayais de faire taire chaque nuit, voulait qu'il perde le contrôle, voulait qu'il crie, qu'il m'interdise, qu'il se présente à la cafétéria et traîne Sorath dehors par le col de son par-dessus, voulait qu'il prouve que sa colère n'était pas celle d'un frère. L'après-midi suivant, j'ai tout raconté à Lyra, ou presque tout. J'ai omis la partie où je voulais provoquer la jalousie de Keldra, car même avec Lyra, il y avait des limites à ce que j'étais prêt à avouer. Je lui ai parlé des rencontres à la cafétéria, des conversations, de la façon dont Sorath apparaissait et disparaissait avec la régularité de quelqu'un qui avait bien l'intention d'être trouvé. Lyra a tout écouté avec des yeux qui s'écarquillaient de seconde en seconde, sa tasse de thé suspendue en l'air, comme si son bras avait oublié comment fonctionner. « Attends, dit-elle lentement, posant la tasse avec une précision qui ne correspondait pas à la panique montante sur son visage. Le type de la cafétéria, le beau mec élégant qui se pointe toujours en souriant et te traite comme une déesse. Ce type, c'est Sorath Velthorn, le chef de la famille qui est en guerre avec ta famille, l'ennemi juré de ton frère. Oui, le chef du crime organisé, répéta-t-elle comme si elle avait besoin d'entendre les mots de sa propre voix pour y croire. Techniquement,
Les Obsidians sont aussi du crime organisé, dis-je, essayant de détendre une tension qui ne pouvait être détendue. Lyra. Lyra me regarda avec un mélange de désespoir et de fascination que seule elle était capable de produire. Tu ne pouvais pas avoir une crise existentielle normale, comme changer de coiffure, te faire un tatouage, adopter un chat rebelle. Non, tu es allé commencer un truc avec l'homme le plus dangereux de la pègre de Chicago. Ce n'est pas une crise, c'est un scénario de tragédie grecque. Ce n'est pas un truc, ai-je corrigé. Pas encore, a-t-elle terminé, pointant son doigt vers moi avec l'autorité de quelqu'un qui avait déjà prédit le désastre. Le mot-clé est pas encore. Elle n'avait pas tort, et le fait que je le sache et que je n'ai toujours pas envie d'arrêter était la preuve que j'avais déjà dépassé le point de non-retour. La réponse est arrivée 3 jours plus tard dans une enveloppe noire scellée à la cire rouge. J'étais dans ma chambre quand j'ai trouvé l'enveloppe sur le bureau. Quelqu'un l'avait laissée là pendant que j'étais à l'école, et le sceau des Velthorn brillait sous la lumière de la lampe comme une blessure ouverte. J'ai regardé la porte, la fenêtre, le couloir. Le manoir avait une sécurité à chaque entrée, des caméras à chaque angle. Rien n'entrait dans cette maison sans que quelqu'un à l'intérieur ne le permette. Mais je ne me suis pas arrêté pour penser à qui. J'étais trop occupé par ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait une invitation imprimée sur du papier cartonné épais avec des lettres dorées et une seule ligne manuscrite dans le coin inférieur. De l'écriture penchée de Sorat, portez quelque chose qui rappellera à tous que vous existez. L'invitation était pour le bal annuel des Velthorn, l'événement le plus exclusif et le plus politiquement chargé de la pègre de Chicago, une provocation publique enveloppée dans du papier de luxe. Accepter signifiait entrer en territoire ennemi devant des centaines de témoins, portant le nom Obsidian comme une cible sur mon propre visage. Et j'ai accepté. Pas pour Sorat, pas par courage, par désespoir. Le genre qui se déguise en audace quand une personne ne supporte plus d'être immobile. La nouvelle est parvenue à Caldra avant le coucher du soleil. Je descendais le grand escalier du manoir quand je l'ai trouvé debout dans le hall d'entrée avec Tyson à ses côtés et l'enveloppe ouverte à la main. Il a levé les yeux quand il m'a entendu, et pendant une seule seconde avant que le masque ne se remette en place, j'ai vu quelque chose sur son visage qui m'a arrêté en plein milieu de ma descente. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux se sont assombris d'une fureur qui n'était pas celle d'un frère, ni celle d'un protecteur. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien et de plus dangereux, quelque chose qu'il avait gardé sous clé et qui se frayait maintenant un chemin à travers les fissures de sa parfaite contenance. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard. J'ai tenu et Eldra Obsidian, l'homme qui dirigeait des casinos, des galeries et un réseau de pouvoir qui s'étendait sur tout Chicago, le patron qui faisait reculer des hommes armés sans dire un mot, n'a pas dit un mot. Il a glissé l'invitation dans la poche de sa veste de costume, a tourné le dos et s'est éloigné. Tyson est resté dans le hall un instant de plus, me regardant avec cette expression impénétrable qu'il portait quand il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Puis il a ajusté sa cravate, a suivi Caldra sans se presser et m'a laissé seul dans l'escalier avec mon cœur battant si fort que je le sentais dans le bout de mes doigts. Il ne m'a rien interdit, n'a rien dit, et son silence a été le son le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Chapitre 3. Le bal. Je ne me suis pas reconnu dans le miroir. La femme qui me regardait avait mon visage, mes yeux, la même mâchoire que je fixais chaque matin. Mais tout le reste était différent. La robe argentée collait à mon corps comme si elle avait été cousue sur ma peau, tombant en lignes qui suivaient chaque courbe avec une précision qui ne laissait aucune place au doute ou à la pudeur. Le décolleté plongeait en V jusqu'à un point qui aurait donné une crise cardiaque à Dominique et fait perdre sa contenance à Caldra, et mon dos était nu jusqu'à la base de ma colonne vertébrale, où le tissu revenait avec la grâce d'une rivière changeant de direction. Mes cheveux tombaient librement sur mes épaules comme un rideau sombre, et sur mes lèvres, j'avais appliqué un rouge si intense qu'il ressemblait à un défi, à une déclaration de guerre peinte sur ma bouche. Pour la première fois de ma vie, je ne ressemblais pas à une petite sainte. Je ressemblais à une femme qui savait ce qu'elle faisait, même si à l'intérieur, mes mains tremblaient et mon estomac était si serré que respirer demandait un effort conscient. « Lyra,
qui avait aidé à choisir la robe lors d'un appel vidéo dans une session qui avait impliqué 3 crises de nerfs, 2 jurons et une menace de venir au manoir en personne, a envoyé un dernier message avant que je parte. Si personne ne perd le contrôle en te voyant dans cette robe, je perds ma foi en l'humanité. Le chauffeur m'a conduite au domaine des Veltorn sur la côte nord en silence. Un des hommes de sécurité de Caldra, c'est sûr, bien que personne ne me l'ait dit et que je n'ai pas demandé. Le manoir des Veltorn était énorme, éclairé de l'intérieur comme une boîte à bijoux ouverte, et le son de l'orchestre se déversait déjà par les fenêtres lorsque la voiture s'est arrêtée devant l'entrée. Il y avait des dizaines de voitures garées à l'extérieur, des hommes en costume et des femmes en robes longues montant les escaliers comme s'ils entraient dans un enterrement de luxe. Car c'était exactement à cela que ressemblaient les événements entre familles rivales de la pègre, mais avec du champagne et des sourires qui cachaient des couteaux. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté la bretelle de ma robe, et je suis entré. À l'entrée de la salle de bal, presque cachée derrière l'une des colonnes, j'ai repéré Ezrin avec son téléphone à la main, ses yeux balayant la pièce comme il le faisait toujours, cataloguant les visages, enregistrant les présences, faisant le travail invisible qui tenait Caldra informé de tout. Quand il m'a vu, il a fait un bref et discret signe de tête, le genre de salutation qui disait « Je sais que vous êtes là, et lui aussi le saura ». Je n'y ai pas beaucoup pensé. Ezrin était toujours là, dans un coin, faisant quelque chose que je ne remettais jamais en question. C'était comme se demander pourquoi les murs tenaient debout. La salle de bal était un exercice d'extravagance de bon goût. Des lustres en cristal au plafond, des sols en marbre sombre qui reflétaient la lumière comme de l'eau calme, des tables avec des arrangements de fleurs noires qui semblaient avoir été cueillies dans un jardin qui n'avait jamais vu le soleil. L'orchestre jouait quelque chose de classique et d'enveloppant, et l'air était lourd de parfums chers, de pouvoir et de la tension silencieuse de centaines de personnes qui savaient qu'elles se trouvaient dans un champ de mine sociale, mais prétendaient que c'était une fête. Sorat m'a trouvé avant que je puisse le chercher. Il est apparu devant moi comme si toute la salle de bal avait été conçue pour ce moment. Costume sombre, impeccable, cheveux plaqués en arrière, et ce sourire que je connaissais déjà, mais qui ce soir portait une nouvelle intensité, plus vive. Ses yeux ont parcouru mon corps avec une lenteur délibérée, sans hâte et sans honte. Et quand ils sont revenus sur mon visage, il y avait en eux une approbation qui brûlait comme un projecteur. « Vous avez suivi mon conseil, dit-il en me tendant la main. Tout le monde dans cette épaisse se souviendra que vous existez. » C'était le plan, ai-je répondu, en prenant sa main et en sentant ses longs doigts se refermer sur les miens avec une fermeté qui était une possession déguisée en courtoisie. Il m'a conduite au centre de la piste de danse. L'orchestre a changé de chanson, quelque chose de plus lent, de plus intime, avec un violoncelle qui semblait gémir, et Sorat a posé sa main sur ma taille avec la confiance de quelqu'un qui l'a fait 1000 fois. Nous avons commencé à danser, et il était doué pour ça, du genre à mener sans que l'autre personne ne se rende compte qu'elle laisse mener. Nos corps se sont rapprochés, son visage s'est penché vers mon oreille, et son souffle chaud a frappé ma peau quand il a parlé. « Tout le monde vous regarde », a-t-il murmuré, et sa voix avait la texture de quelque chose d'interdit. « Mais je suis le seul à savoir pourquoi vous êtes venu. »« Et pourquoi suis-je venu ?» ai-je demandé, en penchant la tête en arrière, avec un sourire qui n'était pas pour lui, pour qu'il voie ce qu'il est en train de perdre. La phrase m'a frappé en plein cœur et j'ai ri, un rire fort et sincère. Pas parce que c'était drôle, mais parce que la précision était si brutale que la seule réaction possible était de rire. Sorat savait. Depuis le premier café à l'université, depuis le premier sourire calculé, il savait que je n'étais pas là pour lui. Et il a joué le jeu quand même, parce que le jeu profitait à tous les deux. J'obtenais l'attention de Caldra, et Sorat obtenait le plaisir de déstabiliser son patron rival en utilisant la personne la plus précieuse qu'il avait. Nous avons dansé pendant 2 chansons entières. Il m'a fait tourner, m'a ramené vers lui, m'a tenu assez près pour que n'importe qui dans la pièce ait pu penser que nous étions amants. J'ai ri au bon moment, j'ai penché mon corps vers le sien, j'ai laissé sa main descendre de quelques centimètres sur ma taille. Tout était calculé, tout était du théâtre, tout était en feu, mais je ne regardais pas Sorat. Je cherchais Caldra, et quand je l'ai trouvé, mon cœur ne s'est pas arrêté. Il a trébuché, s'est étouffé,
puis s'est emballé avec une violence qui m'a fait manquer un pas de danse. Keldra se tenait dans le coin gauche de la salle de bal, appuyé contre le mur comme s'il en avait besoin pour ne pas charger en avant. Il portait un costume noir sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise défait, et tout en lui, la posture, la mâchoire crispée, l'immobilité, criait la retenue forcée. Dans sa main droite, il serrait un verre en cristal si fort que ses jointures étaient devenues blanches, et ses yeux étaient rivés sur moi avec une intensité que je n'avais jamais vue. Sombre, flamboyant d'une fureur qui n'était pas celle d'un frère ni celle d'un protecteur. C'était autre chose, quelque chose de primal, de possessif, d'ancien, quelque chose qu'il avait passé des années à enterrer et qui se frayait maintenant un chemin à travers les fissures de sa contenance comme de la lave à travers la pierre. Il m'a vu danser avec l'ennemi, m'a vu rire pour un autre homme, m'a vu dans cette robe qui laissait peu de place à l'imagination et tout au désir. Et tout ce qu'il avait construit, chaque mur, chaque règle, chaque répétition interne de «c'est ma sœur», s'est brisé dans le temps qu'il faut à un verre en cristal pour se briser dans la main d'un homme. Le son était presque inaudible par-dessus la musique, mais je l'ai entendu comme si toute la pièce était devenue silencieuse, le craquement sec du verre qui se brise. Des fragments de cristal sont tombés sur le sol en marbre, et le sang a coulé le long des doigts de Kaedra en fines lignes rouges qu'il n'a pas pris la peine d'arrêter. Il n'a pas cligné des yeux, n'a pas regardé sa main. Ses yeux sont restés fixés sur les miens avec la constance d'un prédateur qui vient de décider que l'attente est terminée. Sorath a senti mon corps se raidir et a suivi mon regard jusqu'au coin de la scène de bal. Quand il a vu Keldra, le sang, les yeux, la tempête contenue dans ce corps immobile, son sourire s'est élargi avec la satisfaction lente et venimeuse de quelqu'un qui regarde son propre piège se refermer. On dirait que ça a marché, murmura-t-il près de mon oreille, et il relâcha ma taille avec l'élégance de quelqu'un qui abandonne une pièce sur l'échiquier, sachant qu'il a déjà gagné le coup. Keldra a bougé. Il a traversé toute la salle de bal en ligne droite, sans contourner personne, sans s'excuser, sans ralentir sa foulée. Les gens s'écartaient de son chemin par instinct, le même instinct qui fait reculer les petits animaux lorsqu'ils sentent un prédateur approcher. Sa main ensanglantée pendait à son côté, et chaque pas qu'il faisait sur le marbre sonnait comme une sentence. Il m'a atteinte, et avant que je puisse respirer, ses doigts se sont refermés sur mon bras, ferme, chaud, tachant la robe argentée de traînées rouges. Il n'a rien dit, n'a pas regardé Sorath. Il m'a tiré avec une force qui m'a fait perdre le rythme et m'a traîné à travers la salle de bal vers un couloir latéral qui s'ouvrait derrière un rideau de velours sombre. Le couloir était vide et faiblement éclairé, seule la faible lueur de vieilles appliques murales projetant de longues ombres sur les murs de pierre. Keldra m'a poussé contre le mur avec une précision qui n'était pas violente, mais qui ne laissait aucun doute sur le fait que je n'irais nulle part. Son corps bloquait complètement le mien. Des épaules larges, une poitrine qui se soulevait et s'abaissait avec une respiration qu'il luttait pour contrôler. Sa chaleur rayonnait à travers sa peau comme s'il brûlait de l'intérieur. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud portant l'odeur du whisky et de l'adrénaline. Le sang de sa main dégoulinait lentement sur mon bras, et ses yeux étaient si proches que je pouvais voir chaque éclat de fureur et de désir se battre pour la surface. Sa main ensanglantée a remonté mon bras, lente, lourde, traçant une piste rouge sur l'argent de la robe. Elle est passée sur mon épaule, le long de la courbe de mon cou, et a enserré mon visage avec une possessivité qui m'a fait cambrer le dos contre la pierre froide. Son pouce, chaud, taché de sang, a glissé sur ma lèvre inférieure avec une lenteur qui était une torture. Il a fixé ma bouche comme s'il menait la dernière bataille d'une guerre qu'il avait déjà perdue. Il s'est penché, ses lèvres ont effleuré les miennes. Pas un baiser, mais la promesse d'un baiser, le fantôme de tout ce qu'il voulait et s'interdisait de prendre. J'ai senti la chaleur, la texture, le tremblement presque imperceptible d'un homme qui se retenait de toutes ses forces, et il s'est arrêté, a reculé. Un pas, deux. Sa main a quitté mon visage comme si le contact brûlait, et son expression s'est refermée avec la brutalité d'une porte qui claque. Je ne peux pas. Sa voix est sortie rauque, brisée, portant le poids de toutes les années où il s'était répété cette phrase. Tu es ma sœur. La colère m'est montée à la gorge avant que je puisse la contenir. Je ne suis pas ta sœur, et je dis,
Et ma voix n'a pas vacillé. Je ne l'ai jamais été. Kyle m'a regardé une seconde qui a duré une éternité, dans laquelle j'ai vu tout ce qu'il ressentait et tout ce qu'il refusait d'accepter, et il a tourné le dos. Il a descendu le couloir à grandes enjambées lourdes, laissant des gouttes de sang sur le sol derrière lui comme des miettes de pain le long d'un chemin qu'il refusait de suivre. Je suis resté pressé contre le mur, le dos contre la pierre froide, ma robe tachée de sang, mes lèvres tremblantes et le goût de lui encore sur ma bouche. Pas un baiser, mais quelque chose de plus cruel qu'un baiser. La preuve qu'il voulait et qu'il a quand même choisi de s'éloigner. Le couloir était silencieux. L'orchestre continuait de jouer de l'autre côté du rideau, comme si de rien n'était. Et j'entendais le murmure des conversations et le tintement des verres comme des sons d'un autre monde. Mes jambes ont flanché et j'ai glissé le long du mur jusqu'à ce que je sois assise par terre. La robe argentée s'étalant autour de moi comme une flaque de mercure. Et là, dans ce couloir sombre du manoir de l'ennemi, avec le sang de Kaeldra séchant sur ma peau, j'ai pris la décision la plus dangereuse de ma vie. S'il ne voulait pas de moi comme femme, je le forcerais à sentir ce que c'était que de me perdre au profit de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un avait un nom, avait un sourire, et attendait déjà. Chapitre 4. La cage. Kaeldra a disparu de ma vie comme si j'avais cessé d'exister. Dans les jours qui ont suivi le bal, il est devenu un fantôme dans sa propre maison. Il ne se présentait pas pour le dîner. Il ne passait pas devant le couloir de ma chambre. Il ne vérifiait pas le verrou de ma fenêtre. Et je le savais parce que je me réveillais au milieu de la nuit et que je le vérifiais moi-même. Comme quelqu'un qui touche une blessure juste pour confirmer qu'elle est toujours là. Les rares fois où nous nous sommes croisés dans les couloirs du manoir, il a détourné le regard avec une délibération qui était pire que n'importe quel cri, comme si me regarder était une rechute qu'il ne pouvait pas se permettre. Il se battait contre ce qu'il avait ressenti dans ce couloir, et pour une raison que je refusais d'accepter, il était en train de gagner. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire quand Kaeldra me traitait comme si j'étais invisible. Je me suis rendu impossible à ignorer. Je suis retourné voir Sorat. Pas par désir, pas par affection, pas par un quelconque sentiment qui justifiait la stupidité de ce que je faisais. J'y suis retourné par désespoir. Le genre qui se déguise en stratégie quand une personne ne supporte plus sa propre insignifiance. Chaque rencontre avec Sorath était un coup de poignard calculé dans la poitrine de Kaeldra, et je savais que l'information lui parvenait parce que les gardes du corps qui me surveillaient n'avaient d'autre choix que de rapporter. Lyra a été vue avec Sorath à l'extérieur du campus. Lyra est montée dans sa voiture. Lyra a passé 40 minutes dans un restaurant du centre-ville avec le chef des Veltorn. J'imaginais Kaeldra recevant chaque rapport, assis dans son bureau avec cette mâchoire de pierre. Et je ressentais un plaisir malsain qui me faisait autant honte qu'il me nourrissait, parce qu'au moins à ces moments-là, même si c'était par la colère, il pensait à moi comme à une femme. Les semaines passèrent à ce rythme empoisonné. Sorath, à son crédit, était une compagnie agréable quand il le voulait. Intelligent, engageant, avec des histoires sur la pègre qui me glaçaient le sang et brûlaient ma curiosité. Mais il y avait quelque chose derrière chacun de ses gestes, une froideur stratégique sous le charme que je pouvais sentir, mais que je ne pouvais pas nommer. Il ne m'a jamais vraiment touché, n'a jamais insisté. Et cela aurait dû être un avertissement, car les hommes comme Sorath Veltorn ne respectent pas les limites. Ils calculent le bon moment pour les franchir. Un mardi soir, je suis rentré au manoir plus tard que d'habitude et j'ai trouvé deux des hommes de Kaeldra postés à la porte de ma chambre. Ce n'étaient pas les gardes du corps habituels qui se faisaient passer pour des chauffeurs et se fondaient dans le décor. C'étaient des hommes du cercle restreint, des épaules larges, des costumes sombres, avec la posture rigide de personnes qui avaient reçu un ordre direct du patron et n'avaient aucune intention de le remettre en question. L'un d'eux, sans croiser mon regard, a seulement dit « Ordre de Monsieur Kaeldra. Vous devez rester dans votre chambre jusqu'à nouvel ordre. » La phrase a mis 3 secondes à prendre sens dans ma tête. Quand ce fut le cas, le sol s'est ouvert sous mes pieds. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » ai-je dit, et ma voix est sortie plus aiguë que je ne le voulais. « Ordre de Monsieur Kaeldra, » a-t-il répété, avec l'inflexion de quelqu'un prêt à répéter la même phrase autant de fois que nécessaire. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas appeler Sorath. Mon téléphone avait été confisqué par un autre homme qui est apparu dans le couloir comme s'il avait attendu mon arrivée.
Je ne pouvais pas aller à l'école. J'étais piégé dans ma propre maison, dans ma propre chambre, par l'homme qui avait juré de me protéger. Les 2 premiers jours, j'ai oscillé entre la rage et l'incrédulité. J'ai fait les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage, essayant de rationaliser ce qui se passait. Le 3e jour, la colère a laissé place à quelque chose de plus lourd. Une tristesse dense et amère qui s'est installée dans ma poitrine comme un invité sans intention de partir. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant le jardin du manoir en bas, et j'ai pensé que toute ma vie avait été une variation de cela. Enfermé dans un bel espace, protégé de tout, empêché de vivre tout ce qui comptait. Mais les nuits étaient des pires, parce que chaque nuit, vers 2 heures du matin, j'entendais des pas dans le couloir s'arrêter devant ma porte. Ce n'étaient pas les pas des gardes du corps, lourds et réguliers. C'étaient des pas que je reconnaîtrais n'importe où dans le monde, avec cette cadence qui mêlait urgence et hésitation, comme si la personne voulait arriver et fuir en même temps. Kyldra s'arrêtait de l'autre côté du bois et restait là. Je restais de mon côté, et entre nous, il y avait une porte verrouillée et tout ce que ni l'un ni l'autre ne pouvions dire. Il n'est jamais entré, et chaque nuit où il n'entrait pas, je mourais un peu plus à l'intérieur. Le 4e jour, il est apparu. La porte s'est ouverte sans préavis, et Kyldra est entré dans la pièce comme si le simple fait d'être là lui coûtait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Son apparence m'a surprise. Des cernes profonds creusés sous ses yeux, la barbe naissante assombrissant sa mâchoire, sa chemise froissée comme s'il avait dormi avec, ou n'avait pas dormi du tout. Il ressemblait à un homme menant une guerre sur 2 fronts à la fois et perdant les deux. Il s'est tenu près de la porte, les mains dans les poches et les épaules tendues, et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Quelque chose entre le regret et la résolution, aucun des deux ne l'emportant assez pour prendre le dessus sur son visage. J'étais assise sur le lit et je ne me suis pas levé. 4 jours, ai-je dit, et ma voix est sortie froide d'une manière qui m'a surprise. 4 jours enfermé dans cette chambre. Pas de téléphone, pas d'école, pas d'explication. Que suis-je pour toi, Kyldra? Une prisonnière? Tu es imprudente, a-t-il répondu, et sa voix avait le tranchant d'un couteau. As-tu la moindre idée de ce que Sorath Velthorn fait aux gens qui l'utilisent? La moindre idée de ce qui se passe quand il a fini d'extraire ce qu'il veut? Alors dis-le-moi, ai-je défié en me levant. Dis-le-moi puisque tu sais tout et que je ne sais rien, puisque je suis la stupide petite sœur qui doit être enfermée dans sa chambre pour son propre bien. Kyldra a fait un pas vers moi et sa mâchoire s'est crispée si fort que j'ai presque entendu le bruit de ses dents qui grinçaient. Sorath détruit de l'intérieur. Il choisit la personne la plus importante de son ennemi et transforme cette personne en arme. Il ne te veut pas, Lyra. Il veut m'atteindre à travers toi. Et chaque fois que tu montes dans sa voiture, chaque fois que tu ris pour lui, chaque fois que tu te montres à ses côtés comme s'il était inoffensif, tu lui donnes exactement ce dont il a besoin pour me détruire. Les mots m'ont frappé avec une force à laquelle je ne m'attendais pas, et pendant une seconde j'ai vacillé, parce qu'au fond de moi, dans une partie de moi que je refusais d'examiner de près, je le savais déjà. Je savais que Sorath jouait un jeu qui allait bien au-delà de moi. Mais la colère était plus forte que la raison, et la blessure du couloir de la salle de bal était encore ouverte et saignait. Au moins, lui, il me regarde, ai-je crié, et la phrase a déchiré l'air entre nous comme un coup de feu. Le silence qui a suivi a été le plus lourd que j'ai jamais vécu. Kyldra se tenait au milieu de la pièce, mon cri résonnant encore sur les murs, et une expression sur son visage que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la froideur, c'était quelque chose de dévasté et d'exposé, comme si j'avais arraché la dernière couche de protection qu'il avait et révélé la chair vive en dessous. Il m'a regardé pendant 3 secondes qui ont duré une éternité, et j'ai vu dans ses yeux tout ce qu'il n'avait jamais dit et tout ce que cette phrase venait de détruire. Il est parti sans un mot. La porte s'est fermée avec un léger clic qui a semblé plus fort que n'importe quel claquement, et il ne m'a pas libéré. Ce que je ne savais pas, et que je n'avais aucun moyen de savoir, enfermé dans cette chambre comme je l'étais, c'est que mon emprisonnement n'était pas seulement de la jalousie ou de la protection. Quelque chose se passait de l'autre côté de cette porte, quelque chose d'assez grand pour que Kyldra veuille que je sois aussi loin que possible, mais personne ne me disait rien. Les gardes du corps répétaient la même phrase creuse quand je demandais. Tyson n'apparaissait pas, et les nuits restaient les mêmes.
Ses pas s'arrêtant à ma porte, la poignée qui ne tournait jamais, le silence qui avalait tout. Je sentais que quelque chose avait changé dans la maison. Le mouvement dans les couloirs était différent. Plus de pas, plus de voix étouffées, des horaires qui ne correspondaient pas à la routine habituelle. Une nuit, j'ai entendu une voiture sortir du garage à 3 heures du matin, assez vite pour que les pneus crissent sur le pavé. Une autre nuit, je me suis réveillé avec des voix fortes venant d'en bas. L'une d'elles était celle de Caldra, et le ton n'était pas celui de quelqu'un qui donne des ordres. C'était celui de quelqu'un qui arrache des réponses, mais je ne savais pas de qui, ne savais pas pourquoi. Et le fait de ne pas savoir était pire que n'importe quelle vérité, car l'imagination d'une personne enfermée dans une pièce n'a pas de frein. Elle construit des monstres plus grands que les vrais. Une de ces nuits, j'ai reçu un message de Lyra qui m'était parvenu par l'intermédiaire d'un membre du personnel de la maison. Le message disait: « J'ai entendu dire qu'il t'a enfermé dans ta chambre. C'est horrible, mais aussi un peu sexy. Je suis une personne horrible. » Et malgré tout, malgré la colère, l'enfermement, le silence sans fin, chaque nuit à entendre les pas de Caldra s'arrêter à ma porte, j'ai ri. Un rire court et faible qui avait le goût des larmes, car Lyra avait le don insupportable de trouver la faille de l'absurdité dans n'importe quelle tragédie. Les jours continuaient de passer, et j'ai commencé à les compter par les changements de la lumière. Le 6e jour, j'ai arrêté de faire les 100 pas, et j'ai commencé à dessiner. J'ai attrapé les crayons qui étaient dans le tiroir du bureau et j'ai dessiné le couloir de la salle de bal de mémoire, la pierre, les appliques, les ombres. J'ai dessiné le visage de Caldra avec plus de précision que je n'aurais dû en être capable. Chaque ligne si familière que mes doigts la connaissaient avant mes yeux. J'ai rempli des pages entières et les ai collées au mur de la chambre, car si je devais être piégé là, au moins les murs montreraient quelque chose qui m'appartenait. Le 9e jour, le mouvement dans la maison a de nouveau changé. Moins de pas, moins de voix. Ce qui se passait là-dehors semblait se résoudre ou exploser. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Cette nuit-là, les pas de Caldra se sont arrêtés à ma porte plus longtemps que d'habitude. J'ai compté 47 secondes, presque une minute entière de l'autre côté du bois avant de s'éloigner. Chaque nuit, il restait plus longtemps, et chaque nuit, la partie de moi qui était encore en colère diminuait un peu plus, remplacée par quelque chose qui faisait mal d'une manière différente. La certitude qu'il souffrait autant que moi, mais du mauvais côté de la porte. Le 12e jour, la femme de chambre qui apportait mes repas m'a regardé avec une sorte de pitié qui ne correspondait pas à la routine. J'ai demandé si quelque chose s'était passé. Elle a détourné le regard et a dit qu'elle ne pouvait pas parler. Mais l'assiette qu'elle a apportée ce soir-là était de mon plat préféré, de l'agneau au romarin, que personne en cuisine ne préparait à moins que quelqu'un ne le demande spécifiquement. Quelqu'un avait demandé et je savais qui. Le 14e jour, j'ai arrêté de pleurer. Non pas parce que la douleur était passée, mais parce que le corps se lasse de produire des larmes de la même manière qu'il se lasse de tout le reste. Ce qui restait était une sorte de calme épuisé, le genre de sérénité qui apparaît quand une personne accepte qu'elle ne contrôle rien et cesse d'essayer. La 15e nuit, les pas se sont arrêtés à leur place habituelle. J'étais allongé dans mon lit, les yeux ouverts, le clair de lune traversant l'obscurité de la pièce, et mon cœur battait déjà la chamade au son que j'avais appris à attendre et à redouter. Sa respiration était audible de l'autre côté de la porte, lourde, irrégulière, comme si chaque inspiration était une bataille. J'ai commencé à compter les secondes comme je le faisais chaque nuit. 5, 10, 20, 30, 40, 50. Et cette fois, la poignée a tourné. Chapitre 5, le sang interdit. La poignée a tourné et le monde a retenu son souffle avec moi. La porte s'est ouverte lentement, sans un bruit, comme si même le bois savait que ce moment ne pouvait tolérer un seul bruit de plus. La silhouette de Caldra est apparue, encadrée par la faible lumière du couloir, des épaules larges, la posture que je connaissais par cœur, son visage encore caché dans la pénombre. Il est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui, et pendant quelques secondes, nous sommes restés dans l'obscurité ensemble, avec le clair de lune qui se déversait par la fenêtre et coupait le sol en deux moitiés de lumière et d'ombre. Il s'est arrêté au milieu de la pièce où le clair de lune l'atteignait à moitié, un côté illuminé, l'autre dans l'obscurité, comme si son propre corps était une frontière entre qui il voulait être et qui il était sur le point de devenir.
J'étais assise sur le lit dans une chemise de nuit en coton qui me semblait soudainement bien trop fine pour l'intensité de ce moment. Mes yeux étaient gonflés, non pas de tristesse, mais de colère et de désir. Deux choses qui, en 15 nuits, s'étaient mélangées en moi jusqu'à ne faire qu'une, indiscernable, impossible à séparer. Je l'ai regardé sans bouger, sans parler, sans respirer, car n'importe quel geste aurait pu briser ce qui l'avait poussé à tourner cette poignée, et je ne pouvais pas risquer qu'il change d'avis. Caldra a parlé le premier. Ezra était le traître. La phrase est tombée dans l'obscurité de la pièce comme une pierre dans un puits. J'ai ouvert la bouche pour parler, et rien n'est sorti parce que le nom qu'il a prononcé était le dernier que je m'attendais à entendre. Ezra, qui était à chaque réunion, que je croisais dans les couloirs en le remarquant à peine, tant il était intégré à la routine de cette maison. Sorat l'a acheté avec du chantage, a poursuivi Caldra, et chaque mot semblait lui coûter un effort visible, comme s'il narrait une blessure encore ouverte. Il y avait quelque chose dans le passé d'Ezra qui le détruirait si cela venait à la lumière. Sorat l'a trouvé et l'a utilisé pendant des mois. Chacun de tes mouvements, chaque réunion, chaque file de sécurité passait par Ezra directement au Velthorn. La fois où Sorat s'est montré à la cafétéria, à l'extérieur du campus, à la librairie, ce n'était pas une coïncidence. C'était un scénario écrit avec des informations qui venaient de l'intérieur de ma propre maison. La nausée est montée lentement, lourde. J'ai pensé à chaque café avec Sorat, à chaque conversation que je croyais être mon choix, et j'ai vu, avec une clarté qui faisait mal, que rien de tout cela n'était à moi. Chaque sourire de sa part avait une carte en dessous. Chaque question qu'il posait avait déjà la réponse. Et moi qui pensais utiliser Sorat pour provoquer Caldra, j'étais la pièce la plus prévisible sur un échiquier que je n'ai jamais contrôlé. Sorat ne t'a jamais voulu, a dit Caldra, et sa voix a baissé d'un ton, comme si cette phrase coûtait le plus. Il voulait m'atteindre à travers toi, t'utiliser comme preuve que j'étais faible, que le chef des Obsidiens ne pouvait pas supporter de voir sa propre sœur avec l'ennemi sans perdre son sang-froid. Et j'ai failli lui donner raison. Il a fait une pause et sa mâchoire s'est crispée. Au bal, je lui ai donné raison. J'ai dégluti difficilement. L'image du verre de cristal se brisant dans sa main est revenue avec force. Le sang sur ses doigts, le regard flamboyant, le couloir où il a failli m'embrasser et s'est retiré. Tout cela faisait partie du plan de Sorat, tout cela. J'ai confronté Ezra, a-t-il continué. Il a avoué en moins d'une heure, n'a pas résisté. Je pense qu'il était déjà fatigué de porter ça. Il m'a tout dit, les rapports, les photographies, les mois d'espionnage. Avec les preuves, j'ai monté un dossier et je l'ai livré aux autres familles. Sorath a violé les codes de la trêve en utilisant l'infiltration interne contre nous. Dans la pègre, c'est un suicide diplomatique. En une semaine, 3 familles ont retiré leur soutien. En 3 semaines, il a perdu 2 territoires. Il n'a pas fallu une seule balle. Il est devenu insignifiant. Et là où nous vivons, c'est pire que de mourir. Caldra a fait une pause. Sa mâchoire s'est crispée comme si les prochains mots avaient un goût qu'il ne voulait pas sentir. Et je lui ai envoyé une boîte avec une fiole de voile de Midas. Le nom m'a frappé avec un retard de quelques secondes. J'avais entendu Theron le mentionner la nuit de la réunion de trêve des mois plus tôt, sans comprendre ce que c'était. Quelqu'un cherchant un acheteur pour un usage personnel, ciblant une personne spécifique. Maintenant, je savais qui était derrière. Les gens de Sorat. Le voile était destiné à être utilisé contre quelqu'un des Obsidians, contre moi, contre Caldra, je ne savais pas. Mais Caldra a tracé l'expédition avant qu'elle n'atteigne sa destination et a renvoyé la fiole à l'expéditeur. La façon dont il l'a dit, avec le poids de quelqu'un qui nomme quelque chose qui n'est pas utilisé par accident, m'a fait retenir mon souffle. Qu'est-ce que le voile de Midas? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sût déjà que je ne voulais pas entendre la réponse. Ça efface les sens, dit-il, sa voix plate, comme quelqu'un décrivant une arme qu'il avait vue en action. Un par un, la vue, l'ouïe, le toucher, tout. La personne reste en vie, reste consciente, mais elle est piégée à l'intérieur de son propre corps, incapable de ressentir quoi que ce soit, pour toujours. L'air dans la pièce est devenu plus froid. J'ai regardé les mains de Caldra, les mêmes mains qui avaient touché mon visage dans le couloir de la scène de bal, qui avaient saigné pour moi, et j'ai essayé de réconcilier cet homme avec ce qu'il venait de décrire.
Je ne pouvais pas, et c'était peut-être le but. Ce n'était pas censé être réconcilié. C'était censé être accepté que les deux choses existaient dans la même personne et que l'une n'effaçait pas l'autre. Je ne l'ai pas utilisé, dit-il, comme s'il lisait ce qui se passait sur mon visage. J'ai envoyé la fiole avec une carte, une menace. Sorat a compris ce que cela signifiait. Une pause. C'était suffisant. Le silence qui a suivi était du genre qui réorganise tout ce qu'une personne croyait de sa propre histoire. Je n'étais pas la femme audacieuse qui s'était opposée au système. J'étais l'appât qui avait fonctionné exactement comme l'ennemi l'avait prévu. Et la seule raison pour laquelle le piège ne s'était pas refermé sur les Obsidians était que Kyle même brisé, même déchiré, même s'arrêtant à ma porte chaque nuit sans pouvoir entrer, n'avait jamais cessé de penser comme un patron. Kyle a fait un pas vers moi. Le clair de lune a révélé son visage complètement, et ce que j'y ai vu m'a fait agripper les draps avec mes doigts jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il était détruit, pas de la manière dont le monde extérieur le détruisait, avec des guerres, des pertes, des décisions qui coûtaient des vies, détruit d'une manière plus profonde, plus intime, comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était brisé et qu'il avait passé 15 nuits à essayer de le recoller à main nue et à échouer. Je ne suis pas venu ici pour parler de guerre, dit-il, et sa voix baissa encore d'un ton jusqu'à n'être presque qu'un murmure. Je suis venu parce que j'ai essayé de te voir comme une sœur pendant des années. Je me suis dit que tu étais interdite, que te toucher trahirait mon père, mon code, tout ce que j'ai construit, et ça a marché. Il fit une pause et je vis sa mâchoire trembler pendant une fraction de seconde. Ça a marché jusqu'au bal, jusqu'à ce que je te voie dans cette robe, dansant avec lui, riant pour lui. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là, et je ne veux plus le réparer. Les mots ont frappé le centre de ma poitrine avec une force qui m'a coupé le souffle. Pendant des années entières de silence, de désirs stockés comme de la contrebande, de nuits passées dans ce lit à imaginer ce qu'il dirait s'il savait. J'avais attendu quelque chose, un regard qui durait une seconde de trop, une phrase qui échappait à son contrôle, n'importe quel signe que ce que je ressentais n'était pas l'illusion solitaire d'une fille amoureuse du mauvais homme. Et il était là, dans l'obscurité de ma chambre, avec toute son armure par terre. Alors laisse-moi partir, ai-je murmuré, et ma voix est sortie si bas qu'il a dû se pencher pour entendre. Kyle s'est agenouillé, l'homme que toute la pègre craignait, le patron qui faisait reculer des hommes armés sans un mot, le chef qui a détruit Sorat Velthorn avec la froideur d'un chirurgien, à genoux sur le sol de ma chambre avec le clair de lune sur ses épaules et ses yeux levés vers moi avec une vulnérabilité que je ne croyais pas exister en lui. Il a pris ma main et a embrassé mes doigts, un par un, avec une lenteur qui était à la fois révérence et reddition. Ses lèvres étaient chaudes contre ma peau, et chaque baiser était si délibéré que je sentais le poids d'années entières de retenue être déposé là, sur mes doigts, comme s'il rendait tout ce qu'il avait retenu. Si je te laisse partir, je te perds, dit-il contre ma main, son souffle chaud sur mes doigts. Et si je te touche, je détruis tout. Alors détruis-le. Le mot m'a échappé comme une sentence et j'ai senti son corps frémir. Il s'est levé dans un mouvement qui était lent et urgent à la fois, comme une marée luttant contre sa propre force. Ses mains ont grimpé sur mon visage, ses pouces traçant mes pommettes avec une pression qui était tendresse et possession. Et il m'a regardé dans les yeux une seconde où j'ai vu la décision être prise, le point de non-retour être franchi, tout ce qu'il abandonnait à tout ce qu'il voulait, et il m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser comme le quasi-baiser dans le couloir de la salle de bal, hésitant, divisé, avorté avant d'avoir commencé. C'était un baiser de désespoir et de soulagement, d'années entières d'interdiction se brisant contre la bouche de quelqu'un d'autre. Il m'a embrassé avec la faim de quelqu'un qui avait passé sa vie à mourir de soif et avait enfin trouvé de l'eau, et ses mains se sont déplacées sur mon corps, comme pour redécouvrir quelque chose qu'elles avaient toujours connu, mais n'avaient jamais eu la permission de toucher. Chaque point que ses doigts atteignaient, la courbe de ma taille, le creux de mes reins, la ligne de mon cou, devenait un nouveau feu. Et je me suis accroché à lui si fort que j'ai senti les muscles de ses épaules se tendre sous mes mains. Ses lèvres ont parcouru ma mâchoire, mon cou, ma clavicule. Et chaque baiser était une marque, non visible,
mais gravé dans ma peau avec la chaleur et la pression de quelque chose qui ne pouvait plus être défait. Il a murmuré contre ma clavicule, sa bouche chaude et sa voix si basse que j'ai plus senti les mots que je ne les ai entendus. J'ai essayé de te protéger de tout, mais je n'ai pas pu te protéger de moi. J'ai ramené son visage vers le mien et je l'ai embrassé avec tout ce que j'avais gardé, chaque nuit seule, chaque fois que j'entendais ses pas s'arrêter à la porte, chaque fois que je le voulais en sachant que c'était interdit. Le baiser s'est accéléré, nos souffles se sont emmêlés, et le contrôle qu'il avait toujours porté comme un bouclier s'est désintégré pièce par pièce sous mes mains, sous mes lèvres, sous le poids de tout ce à quoi nous avions tous les deux résisté et qui refusait maintenant d'attendre une seconde de plus. La chemise de nuit a glissé de mes épaules avec l'aide de ses doigts, lentement, avec une révérence qui contrastait avec l'urgence de tout le reste. Il m'a regardé, comme pour graver chaque détail dans sa mémoire, ses yeux sombres et brillants dans la pénombre. Et quand ses lèvres m'ont de nouveau touché, c'était avec une intensité qui m'a fait perdre toute notion de l'endroit où mon corps se terminait et où le sien commençait. Le monde s'est rétréci à cette chambre sur lit, la chaleur de sa peau contre la mienne, le son de nos respirations entrelacées et les murmures que nous nous disions dans les espaces entre un baiser et le suivant. Des phrases brisées, des promesses sans forme, son nom dans ma bouche comme une prière. L'abandon s'est produit avec l'inévitabilité de quelque chose qui avait toujours été écrit, sans hâte, sans violence, avec l'intensité silencieuse de deux corps se rencontrant enfin après des années à orbiter l'un autour de l'autre. Il était à la fois révérencieux et écrasant, avec des mains stables et des mouvements précis de quelqu'un qui traite chaque contact comme si c'était le dernier. Et je me suis donné sans réserve, sans peur, avec la certitude irrationnelle et absolue que c'était l'endroit où j'avais toujours été censé être. Quand l'aube est venue, j'étais dans ses bras, mes jambes emmêlées aux siennes, l'odeur de sa peau imprégnée dans la mienne, la chaleur de son corps contre mon dos, comme un mur séparant le reste du monde de nous deux. Je pouvais sentir sa poitrine se soulever et s'abaisser dans une respiration calme et régulière. Et quand je me suis tourné pour le regarder, ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle d'une manière qu'aucun baiser n'avait réussi. Kyle était serein pour la première fois depuis le début de tout, depuis que je le connaissais, depuis qu'il avait pris la direction de la famille, depuis que le poids du monde était tombé sur ses épaules. Il n'y avait pas de tension dans sa mâchoire, pas de guerre dans ses yeux, pas de vigilance permanente de quelqu'un qui attend la prochaine attaque. Il m'a regardé avec son visage ouvert, clair, presque jeune. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu, la certitude. Pas la certitude froide des décisions d'un patron, une certitude chaude, entière, du genre qui naît quand une personne cesse enfin de se battre contre elle-même. Il a tenu mon visage entre ses deux mains, ses pouces ont tracé mes joues avec une douceur qui m'a fait déglutir difficilement. À partir de maintenant, tu es à moi, a-t-il dit, et sa voix était ferme, sans ombre, sans doute. Pas comme une sœur, pas comme quelqu'un sous ma protection, à moi, et personne d'autre ne te touche. Ma poitrine a éclaté de l'intérieur, non pas de peur, non pas de soulagement, de complétude. Tout ce que j'ai fait, chaque provocation avec Sorath, chaque risque calculé, chaque cri dans la confrontation du 4e jour, chaque nuit à pleurer de l'autre côté de la porte pendant que ses pas s'arrêtaient et n'entraient pas, avait mené à ce moment. J'ai passé toute ma vie à être invisible, la fille adoptive, la petite sœur, la petite sainte que personne ne voyait. Je pensais avoir besoin d'un autre homme pour me faire exister, mais à la fin, j'avais seulement besoin que le bonhomme arrête de prétendre qu'il ne me voyait pas. J'ai pressé mon front contre le sien et j'ai répondu d'une voix épaisse. J'ai toujours été à toi. Tu as juste mis trop de temps à le réaliser. Kyldra a souri, un petit sourire, presque invisible, juste à nous. Le genre qui n'apparaît pas devant les ennemis ou les alliés ou qui que ce soit, un sourire qui n'existait que dans l'espace entre son visage et le mien, et qui disait plus que n'importe quelle déclaration qu'il aurait pu construire avec des mots. Et il m'a embrassé à nouveau, lentement, la porte ouverte, la lumière du soleil entrant par les fenêtres, sans se cacher, pas de couloir dérobé, pas de peur de l'aube. J'ai fermé les yeux dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, mon esprit s'est tu.
pas de peur, pas de plan, pas d'anxiété constante de quelqu'un qui attend le prochain coup. Juste l'immobilité. Le genre de paix que je pensais ne pas exister pour des gens comme nous, dans des maisons comme celle-là, avec des vies comme les nôtres. Mais alors, comme un filet de fumée flottant au bord d'un rêve, une pensée s'est glissée dans le calme. Il a dit que personne d'autre ne me toucherait, mais il n'a toujours pas dit ce qu'il fera quand son père le découvrira. Chapitre 6. Le prix de notre sang. Dans les jours qui ont suivi cette nuit, Keldra et moi avons existé à l'intérieur d'une bulle qui semblait trop fragile pour être réelle. Il n'est pas retourné se cacher, il n'a pas détourné le regard dans les couloirs, n'a pas disparu pendant les dîners, n'a pas prétendu que j'étais sa sœur quand nous étions seuls. À l'intérieur du manoir, il me touchait avec la facilité de quelqu'un qui aurait toujours dû le faire. Sa main sur le creux de mes reins quand nous passions par la cuisine, ses doigts glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille pendant que je lisais dans la bibliothèque, le baiser persistant sur mon front quand il pensait que personne ne regardait. Et je me suis laissé toucher, me suis laissé désirer, me suis laissé exister à ses côtés avec l'urgence tranquille de quelqu'un qui sait que la bulle peut éclater à tout moment, car Dominic Obsidian ne savait toujours rien. J'ai remarqué que Keldra temporisait le troisième matin quand il a changé de sujet pour la deuxième fois au son du nom de son père. Le quatrième matin, quand j'ai dit que nous devions parler de Dominic et qu'il a répondu qu'il y avait du temps, que les choses devaient se tasser, qu'il n'y avait pas d'urgence, j'ai compris. Keldra Obsidian, l'homme qui a détruit Surat Veltorn sans sourciller, qui dirigeait un empire de la pègre avec la froideur d'un chirurgien, qui faisait reculer des hommes armés d'un seul regard, avait peur de son propre père. Pas le genre de peur née de la violence ou des menaces, la peur née d'un respect trop profond, d'une admiration qui s'est calcifiée en obéissance, de la certitude que décevoir cet homme signifiait perdre quelque chose qu'aucune victoire de la pègre ne pourrait remplacer. Dominic était plus qu'un patriarche pour Keldra. Il était la fondation. Et admettre qu'il désirait sa fille adoptive, c'était dynamiter cette fondation de ses propres mains. Le cinquième matin, j'ai pris la décision. J'ai trouvé Keldra dans le bureau, assis derrière le bureau avec une tasse de café et une pile de documents qu'il faisait semblant de lire. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis tenu devant lui, les bras croisés, avec l'expression de quelqu'un qui avait répété chaque mot et n'avait aucune intention d'accepter de négociation. Nous devons le dire à ton père, ai-je dit, sans préambule. Il a levé les yeux des documents et m'a regardé avec ce calme calculé que je connaissais assez bien pour reconnaître comme une façade. Nous le ferons, mais ça ne doit pas être aujourd'hui. Ça doit être aujourd'hui. Je n'ai pas reculé. J'ai passé toute ma vie à être invisible, Keldra. Invisible à l'école, invisible à l'université, invisible à l'intérieur de cette maison. J'étais la fille adoptive, la petite sœur sacrée, la petite sainte que personne ne voyait et que personne ne touchait. Et quand je suis enfin sorti de l'ombre, quand j'ai enfin existé comme quelqu'un de réel, c'est parce que tu m'as vu. Je ne retournerai pas me cacher, ni pour toi, ni pour ton père. Le silence qui s'installa entre nous dura 5 secondes, et dans chacune d'elles, j'ai regardé le visage de Keldra se battre entre l'instinct de me protéger et la conscience que j'avais raison. Il a posé la tasse sur le bureau avec une lenteur qui était une reddition déguisée en geste quotidien. Et quand il m'a regardé à nouveau, il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la résignation, mais pas du genre qui détruit, du genre qui accepte le coup de faire la bonne chose. Il ne comprendra pas, dit Keldra, sa voix basse. Je sais, mais il doit l'entendre. Keldra est resté silencieux un instant de plus. Puis il s'est levé, a contourné le bureau et s'est arrêté devant moi. Il a tenu mon menton avec ses doigts et m'a regardé avec une intensité qui était à la fois promesse et peur. Ensemble, a-t-il dit, ensemble. La pièce principale du manoir était l'endroit où Dominic avait toujours rendu ses verdicts, où il recevait des alliés, jugeait des traîtres, décidait du sort d'hommes qui n'étaient jamais revus. C'était une pièce spacieuse avec des murs en bois sombre, une cheminée qui n'était jamais allumée, mais qui imposait sa présence. Et au centre, le fauteuil en cuir que Dominic occupait comme si c'était un trône. Ce n'était pas un salon, c'était une salle d'audience. Quand nous sommes entrés,
Dominique était déjà assis dans le fauteuil, 72 ans, les cheveux gris peignés en arrière, de grandes mains reposant sur les accoudoirs du fauteuil avec la patience de quelqu'un qui a attendu des choses pires. Il nous a regardés entrer, Keldra et moi, côte à côte, ne se tenant pas la main, mais assez proches pour que l'espace entre nos corps dise tout ce que les mots n'avaient pas encore dit. Dominique a compris avant de la première phrase. Je l'ai vu sur son visage, un changement subtil, presque imperceptible, comme un nuage passant devant le soleil. Ses yeux se sont rétrécis, sa mâchoire s'est crispée de la même manière que celle de Keldra, et ses mains sur l'accoudoir se sont fermées pendant une fraction de seconde avant de se détendre à nouveau. Keldra a parlé le premier, direct, sans préambule, sans ménagement. Lyra et moi sommes ensemble. Ce n'était pas une erreur et ce n'était pas une impulsion. Je l'ai choisi en sachant tout ce que cela signifie. Dominique n'a pas crié. Les patriarches comme lui ne crient pas. Leurs voix n'ont pas besoin de s'élever pour que le poids de leurs mots écrase celui qui écoute. Mais le silence qui a rempli cette pièce était pire que n'importe quel cri que j'ai jamais entendu. C'était un silence avec une texture, dense, lourde, glaciale, du genre qui s'installe dans votre poitrine et rend la respiration difficile. Il a regardé ses propres mains, puis moi, puis Keldra. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendions. Ce n'était pas de la surprise, c'était de la déception, profonde, lourde, du genre qu'une personne porte comme un deuil et qu'aucun argument ne peut dissoudre. J'ai fait entrer cette fille dans ma maison, dit Dominique, et sa voix contrôlée portait le poids de chaque année qu'il avait passé à construire ce nom. Je lui ai donné mon nom de famille, je l'ai élevée comme une fille, et tu as transformé ça en quoi? Keldra a soutenu le regard de son père sans sourciller, en quelque chose de réel. Dominique s'est levé, la pièce a rétréci. C'était comme si les murs s'étaient rapprochés et que le plafond avait baissé d'un pouce, et soudain tout l'air de la pièce lui appartenait. Il s'est dirigé vers la fenêtre et s'est tenu le dos tourné, les mains jointes derrière lui. Et ce geste, d'un homme qui ne tournait jamais le dos à personne, en disait plus que n'importe quelle phrase. C'était le geste de quelqu'un qui a besoin d'un moment pour ne pas dire quelque chose qu'il ne peut pas reprendre. Je ne donnerai pas ma bénédiction, dit-il, et sa voix était aussi finale qu'une porte qui se ferme. Pas aujourd'hui, pas demain, peut-être jamais, parce que ce que vous avez fait dans ma maison, sous mon toit, avec le nom que j'ai construit, ça, je ne peux pas l'avaler. Le sol a disparu sous mes pieds. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter, silencieuses, chaudes, coulant sur mon visage avec la dignité de quelqu'un qui refuse de sangloter. À côté de moi, Keldra n'a pas bougé, ne m'a pas regardé. Il est resté enraciné sur place comme une colonne de pierre qui refuse de céder. Et je savais qu'il contenait tout ce qu'il ressentait avec la même force qu'il utilisait pour maintenir les obsidiennes ensemble. Sans le montrer, sans vaciller, peu importe le coup. Dominique s'est retourné. Il nous a regardés avec une dureté qui était aussi de l'épuisement. L'épuisement d'un homme qui s'était battu toute sa vie et qui faisait maintenant face à une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Mais je ne détruirai pas mon propre fils, a-t-il poursuivi, et quelque chose dans sa voix s'est fissuré un instant avant de se recomposer. Et je ne jetterai pas dehors la fille que j'ai juré de protéger. Ses yeux se sont rétrécis. Si vous voulez ça, soit, mais loin de moi, pas dans cette maison, pas sous mes yeux. J'ai besoin de temps, et vous devez me donner ce temps. Il a fait un pas vers nous. Sa voix est tombée à presque un murmure, mais le genre de murmure qui pèse plus que n'importe quel cri, car il porte une vie de code et de sang. Et surtout, respectez-vous, car si cela tourne à la honte, si cela tourne au scandale, si l'un de vous blesse l'autre, alors il n'y aura pas assez de sang obsidienne pour retenir ce que je ferai. Dominique a quitté la pièce. Il n'a embrassé aucun de nous, n'a pas regardé en arrière. Ses pas dans le couloir se sont éloignés jusqu'à disparaître, et le silence qui est resté était d'un genre que je n'avais jamais connu, ni chaud ni froid, ni dur ni doux, juste immense. Je suis resté au milieu de la pièce avec des larmes coulant sur mon visage et mes mains tremblantes, et j'ai regardé autour de moi comme pour graver chaque détail de cette pièce. Les murs en bois sombre, le fauteuil en cuir, la fenêtre où Dominique s'était tenu le dos tourné. Ce n'était pas la fin que je voulais. Ce n'était pas la bénédiction. Ce n'était pas l'acceptation.
Ce n'était pas l'étreinte d'un père disant que tout irait bien, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais eu. La vérité au grand jour, c'est à voix haute, sans couloir dérobé et sans porte verrouillée. Kyldra a pris ma main, ferme, sans hésitation, comme si ce geste était la seule réponse qu'il savait donner à tout ce qui venait de se passer. Il va avoir besoin de temps, dit-il, sa voix contrôlée, mais avec un tremblement en dessous que seul moi pouvais entendre. Et s'il n'accepte jamais? Ai-je demandé, et ma voix est sortie brisée d'une manière que je ne pouvais pas dissimuler. Kyldra m'a regardé, et dans ses yeux, il n'y avait aucun doute. Aucun. Alors il n'acceptera jamais, mais je ne te perds pas. Nous avons quitté le manoir ensemble, côte à côte, les doigts entrelacés et la colonne vertébrale droite par la porte d'entrée, pas par l'arrière, pas par un couloir caché, pas en secret. Kyldra Obsidian a brûlé les codes, affronté les ennemis, affronté son propre père et a tout mis en jeu, non pas par faiblesse, car aimer quelqu'un comme ça, sans permission, sans logique, sans issue, était la chose la plus brutale qu'un homme comme lui pouvait faire. Et j'ai enfin compris ce que j'avais passé toute ma vie à ne pas savoir. Je n'ai jamais été la poupée de verre qu'il voulait protéger. J'étais la seule chose capable de le briser, et il a choisi de se briser quand même. Dans la voiture, Kyldra conduisait en silence. J'ai appuyé ma tête contre la fenêtre et j'ai regardé dans le rétroviseur. Le manoir Obsidian rétrécissait lentement, les fenêtres éclairées devenant plus petites, le portail en fer se fermant derrière nous comme la fin d'un chapitre qui a duré 16 ans de ma vie. La maison où je suis arrivé avec un sac à dos déchiré et le silence d'une enfant. La maison où j'ai appris à être invisible. La maison où, dans l'obscurité d'une chambre verrouillée, j'ai enfin été vu. Kyldra a tendu la main et a entrelacé ses doigts avec les miens sans quitter la route des yeux. Sa main était chaude, ferme et réelle, et dans ce simple geste, il y avait tout ce qui devait exister entre nous. J'ai serré sa main en retour, et pour la première fois de ma vie, Obsidian ne fuyait rien. Elle allait vers tout. Le manoir a disparu dans le rétroviseur. Les rues de Chicago se sont ouvertes devant nous, comme une carte sans destination marquée, et j'ai fermé les yeux avec la brise fraîche qui s'infiltrait par la fente de la fenêtre. La paix était réelle. L'abandon était complet. Et au milieu de ce calme, une pensée m'a traversé l'esprit, comme la dernière note d'une chanson qui refuse de se terminer. Dominic a dit qu'il ne donnerait pas sa bénédiction. Il a dit « peut-être jamais », mais il n'a pas dit jamais. Et dans le monde des Obsidian, la différence entre peut-être jamais et jamais est là où vivent toutes les guerres. C'est l'ENA. Voilà qui conclut le premier livre et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. On dit dans la pègre que lorsqu'ils veulent détruire un homme, ils ne le visent pas avec une arme. Ils visent tout ce qu'il a construit. Kyldra a été accusé de quelque chose que je sais qu'il ne ferait jamais. J'ai regardé quand ils me l'ont enlevé. J'ai regardé quand les portes ont commencé à se fermer. J'ai regardé quand même le silence du manoir a changé, comme si les murs connaissaient déjà une vérité que personne n'avait le courage de me dire. Tout le monde disait que les preuves étaient irréfutables. Tout le monde disait que l'ordre venait de lui. Mais je connais les mains de Kyldra et je sais exactement ce qu'elle ne ferait jamais. Si personne n'allait le prouver, je le ferais, même si cela signifiait me coucher avec l'ennemi. Comme vous pouvez le voir, ce n'était qu'un petit avant-goût du deuxième livre. Pour regarder la version complète non censurée, il suffit de cliquer sur le premier lien dans le commentaire épinglé. Je vous retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Juste un rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le deuxième livre complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le deuxième livre. Et comme vous l'aimez aussi, je vous promets qu'il y en aura d'autres. C'est ici que vous trouverez des histoires qui deviennent encore plus torrides, de la vraie romance sombre. Et parce que cette version devient beaucoup plus épicée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé est l'endroit où je peux vraiment montrer ma véritable essence et où je me sens libre de faire mon meilleur travail pour vous tous. Gardez à l'esprit que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de garder mon équipe et de continuer à vous apporter des histoires de haute qualité. J'aurai encore plus de nouvelles pour vous bientôt. Je vous attends sur ce premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, de nombreuses personnes ont téléchargé notre audio,
copiant ainsi l'histoire entière et la republiant simplement sur YouTube. Si vous voulez regarder l'histoire originale et être les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Lena sur YouTube pour obtenir le meilleur contenu de romans sombres. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Lena sur YouTube. Je vous y attends. Muska officer Ozigan Burzigan Orzigan and Marzigan Marski every sugar Uzaki Uziki 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 Muziki Muziki